Bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre la perspective de rejoindre et de relier une autre planète et Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche Erreur 404. L'été de mes 20 ans, je m'en souviens très bien, c'était la mission, la sonde Pathfinder sur Mars. Tiens, chercheur de chemin, trouveur de chemin. Ça a quand même un petit peu à voir, c'est amusant avec ce que je vais vous raconter. C'était l'été de mes 20 ans et je tombe donc sur un article sur les premières missions habitées vers Mars. À l'horizon 2020 à l'époque, puisque depuis la fin des années 50, cet horizon de 30 ans glisse, pour de très très bonnes raisons, mais toujours, il y a quelques années du moins, il était encore placé à 30 ans. Et la vertige de mes 20 ans, je prends conscience qu'une fenêtre technologique est en train de s'ouvrir et que pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité, qui a 200 000 ans quand même pour Sapiens, nous sommes en mesure d'atteindre une autre planète dans notre génération. Donc ça me fait réfléchir à beaucoup de choses et on pourrait se poser la question, oui, bon, mais quelle est l'urgence à l'échelle cosmologique d'atteindre une autre planète? Alors certains inquiets ou catastrophistes éclairés, comme Stephen Hawking ou Elon Musk, peuvent vous dire, ok, cette fenêtre technologique est en train de s'ouvrir, mais elle peut se refermer beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, à l'ère de l'Anthropocène et puis de l'impact qu'on a sur notre environnement. Et d'autres, comme Saint-Exupéry et sa morale de l'action, qui se dit « chacun seul est responsable pour tous ». Les générations suivantes auront bien assez de défis à relever, donc ce sur quoi on peut travailler dès maintenant, il faut le faire. Alors pourquoi aller sur Mars? Pourquoi l'exploration habitée, complémentaire avec l'exploration robotique de Mars, est-elle cruciale et définie comme cruciale depuis le début de l'astronautique? Il y a la technologie dont on vient de parler, apprendre à vivre dans l'espace et a fortiori sur une autre planète, c'est résoudre tout un tas de problématiques très très terrestres. Vous savez que l'exploration spatiale est un des meilleurs investissements de l'humanité, c'est un des meilleurs vecteurs de coopération certes, mais on a des tas de retombées, une pluie de retombées omniprésentes dans notre quotidien jusqu'à nos smartphones, puisqu'on parle de connexion aujourd'hui. Et en médecine, on pourrait citer une liste très longue de retombées et de spin-offs qui sont des spin-offs attendus. Quand il s'agit de vivre plus que de survivre sur une autre planète, eh bien, il faut résoudre et optimiser la gestion des ressources, le recyclage, évidemment, pour n'en citer que quelques-uns. Donc des spin-offs attendus, puis ce qui est intéressant aussi, c'est toutes ces retombées inattendues, la sérendipité, ça a toujours été très intéressant et à l'origine de bons dans notre histoire, de bons évolutifs, parce que quand on trouve quelque chose qu'on ne cherchait pas, parce qu'on est ouvert à ce qu'on observe, il y a aussi une valeur ajoutée, un supplément d'âme. Donc on peut penser à la technologie, mais il y a aussi la science. Il y a quand même une question essentielle de notre histoire, qui est celle de la vie dans l'univers, qui trouve au moins des réponses partielles dans la prochaine planète accessible à notre génération. Vous savez que Proxima b, c'est 4,2 années-lumière, c'est-à-dire 80 000 ans de propulsion classique pour atteindre ces 4000 exoplanètes qu'on découvre presque tous les jours depuis la fin des années 90. Donc la prochaine planète accessible, c'est clairement Mars. En plus, on a tous les ingrédients pour que la vie émerge sur Mars, la vie telle qu'on la connaît en tout cas, dépendant de la chimie du carbone, dépendant de l'eau liquide, en zone habitable de son étoile, d'énergie. Donc si on retrouve de la vie passée ou présente sur Mars aujourd'hui, c'est évidemment une découverte fantastique. Ça veut dire que l'univers est bio-friendly. Et si on songe aux exoplanètes, c'est vertigineux. Et puis si on ne trouve pas de vie passée ou présente, c'est intéressant aussi. De toute façon, la science est poser des questions et affiner son modèle au fur et à mesure des réponses trouvées. Et c'est très intéressant scientifiquement en soi. Voilà. Et puis la planétologie comparée aussi, comprendre quelle a été l'évolution sur Mars pour comprendre un petit peu mieux la Terre. La planète Mars qui est quand même un livre ouvert sur l'histoire du début du système solaire qui s'est effacé sur Terre, puisque Mars, on pense, était plus accueillante que la Terre quand la vie a émergé il y a 4 milliards d'années sur Terre. Mais cette époque-là s'est effacée sur la Terre, à peu de choses près, du fait de la tectonique, du fait de l'activité de notre planète, et tout s'est arrêté sur Mars. Donc c'est un livre ouvert sur cette époque-là, qui est évidemment scientifiquement passionnant.
Puis il y a des questions plus profondes, des motivations bien plus profondes, qui sont d'ordre philosophique. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Des questions existentielles, évidemment. La nature de l'homme est interrogée, évidemment, et toutes ces grandes questions sont convoquées quand on réfléchit aux missions habitées vers Mars. Pourquoi on sort du berceau? Pourquoi cette nature humaine nous pousse à explorer, hein? La Terre étant à protéger, étant notre berceau, hein, mais de tout temps, les humains ont parmi eux eu des Indiana Jones et des explorateurs qui sont sortis d'une zone confortable, ont pris des risques, quelquefois considérables, pour explorer. Donc ça interroge ceci, et puis ça nous place aussi dans une autre perspective, parce qu'il ne s'agit pas d'injecter quelques hommes et femmes dans l'espace. Il s'agit de placer toute l'humanité dans une perspective différente et décentrée. J'espère qu'il y a quelques décentraliens dans l'Assemblée, parce que quand on se décentre, on change de perspective, on a un élargissement du champ de conscience, et on mesure l'importance de la protection planétaire. C'est ce que décrivent tous les astronautes quand ils reviennent. Hein, ils connaissaient les photos d'Apollo 8 et du lever de terre, mais quand ils le voient de leurs yeux, il y a un cognitive shift, c'est un overview effect. C'est cet élargissement du champ de conscience qui impose et qui nous fait incarner et éprouver réellement l'importance de la protection de notre planète. Donc s'intéresser à Mars et s'intéresser à la Terre, c'est surtout pas se dire « allez, on va recommencer tout ce qu'on a mal fait sur Terre avec une planète plan B ». C'est tout l'inverse. Jusqu'à aujourd'hui, oui, mais comment atteindre la planète Mars? On a parlé de l'horizon 30 ans et on ne pouvait pas imaginer jusqu'à une époque très très récente que d'autres entités que des agences spatiales gouvernementales en coopération internationale puissent mener un projet aussi ambitieux et complexe qu'une mission habitée vers Mars qui soulève des défis dans tous les sens. Et pourtant, on voit, et c'est d'actualité, puisque SpaceX, pour ne citer que SpaceX, vient d'ouvrir une nouvelle ère, hein, qui est celle du voyage spatial commercial, il y a quelques jours, avec sa mission Demo 1. Et quand vous signez, quand vous êtes ingénieur et que vous voulez travailler pour SpaceX, clairement, vous signez, vous voulez contribuer à faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire. L'espèce humaine n'est pas le champion physiologique de l'adaptation à l'espace. Ça, on peut le laisser pour ce qui est des multicellulaires au tardigrade qui supportent le vide, des radiations incroyables, des pressions folles. Par contre, notre incroyable immaturité en tant qu'espèce à l'âge adulte, cette persistance de caractère juvénile, qu'on appelle la néothénie, c'est une chance formidable puisque c'est ce qui nous permet de développer une culture, de la fiction qui nous permet d'être juchés sur les épaules des géants et de transmettre l'information, et puis évidemment de l'art et de la science et de la technologie, parce que même sur Terre, à certains coins reculés de la planète, et pas forcément très reculés, quelquefois simplement en plein hiver à Paris, vous ne survivez pas sans avoir une technologie, à commencer par un vêtement et un habitat. Mais voici la vision d'Elon Musk. C'est son grand purpose. C'est un ingénieur entrepreneur et sa vision de l'espèce humaine multiplanétaire centrée autour de l'ingéniosité. On est dans un lieu où on rencontre des esprits ingénieux, ressemble à ça avec une navette interplanétaire énorme, qui s'appelle Starship maintenant, et qui est capable de transporter une centaine de personnes de la Terre à Mars, puis de Mars à la Terre. Voilà. Ça, c'était inenvisageable en 2002, quand on voit à quoi ressemblait SpaceX. C'est un TED de SpaceX aujourd'hui. À cette époque-là, 2002, voilà à quoi ressemblait SpaceX. Et donc tout le monde le prenait pour un fou, tout le monde souriait. Il manquait pas complètement de crédibilité, puisqu'il avait quelques réussites et des échecs, puisque c'est une bonne occasion d'apprendre, les échecs entrepreneuriales. C'est un ingénieur entrepreneur, et sa mission, voilà comment il commence. En 2008, il est sauvé par la NASA, d'ailleurs, ça s'est joué à un fil. Et ce qui est intéressant dans l'approche d'Elon Musk, c'est la combinaison de deux choses. La première, c'est une vision naïve, hors cadre, qui manque cruellement au fait aux experts. On est tous des experts dans un domaine, après une certaine expérience pratique, mais on se formate. On n'est pas forcément conscient de son formatage culturel et son formatage professionnel. Donc on ne voit plus certaines solutions hors cadre, ou qu'on avait déjà traitées, mais avec d'autres outils, et qu'on a rejetées. Quand on est naïf, quand on est novice, c'est l'intérêt du transdisciplinaire, on voit des solutions auxquelles les autres n'avaient pas pensé. Par exemple, la réutilisabilité totale du lanceur. Il s'est dit, c'est quand même dommage, quand on fait un Bordeaux-Lyon, de jeter l'avion à chaque fois.
Donc réutilisabilité de l'ensemble du lanceur. Et les experts souriaient. On a déjà traité ça pour la navette spatiale. C'était l'objectif, et de ce point de vue-là, ça a été un échec partiel. Cette navette spatiale qu'on a arrêtée en 2011. Et en fait, si, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est d'ailleurs maintenant l'approche aussi de Blue Origin avec Jeff Bezos. Cela dit, si on est uniquement naïf et qu'on ne se donne pas les moyens et qu'on ne relève pas le niveau, en s'entourant très très bien, en étant au bon moment, on n'y arrive pas. Donc ensuite, il a potassé 600 bouquins de rocket science et il est arrivé au niveau d'un ingénieur aérospatial. Et puis surtout, il s'est fait très très bien entourer. Et donc il a réussi non seulement la réutilisabilité totale, et puis il a ajouté beaucoup d'astuces dans son approche, polyvalente d'ailleurs pour l'ensemble du système solaire, pour justement augmenter les cadences et abaisser vraiment le coût de l'accès à l'espace dans cet effort de démocratisation de l'espace. Aujourd'hui, ceux qui peuvent aller sur Mars, vu le prix d'entrée, évidemment, ce cercle-là ne chevauche absolument pas ceux qui ont envie ou qui veulent aller sur Mars. Il se dit, si on veut vraiment débuter une civilisation multiplanétaire, eh bien, il faut que les deux cercles se chevauchent. Donc, il faut faire des économies d'échelle, des cadences. Et donc, c'était le but, c'est la réussite de SpaceX. Et c'est d'autant plus la réussite, on se dit, mais pourquoi des entités privées qui développent un savoir-faire aujourd'hui? C'est l'émergence du spatial privé qui est clairement la traction, la force de traction dans le spatial. C'est plus la guerre froide des années 60 et du programme Apollo, c'est l'émergence du spatial privé. C'est la force de traction et qui maintenant se hisse au niveau de superpuissance grâce à cette courbe d'allure exponentielle. C'est-à-dire que c'est ce qui autorise finalement l'évolution exponentielle des technologies. Quand nous, on pense linéaire, c'est vraiment ce qui autorise finalement de penser moonshot, les fameux moonshots. C'est-à-dire, je m'attaque à un problème transformant massif, j'envisage une solution radicale qui peut faire sourire, d'accord, ou pire, parce qu'en fait, les bonnes idées qui sont des bonnes idées, tout le monde les a. Celles qui ouvrent des océans bleus, c'est les mauvaises idées qui sont des bonnes idées. Voilà. Après, il y a des mauvaises idées qui sont vraiment de mauvaises idées. Et puis, vous utilisez les technologies très innovantes et exponentielles. Et l'art, finalement, du visionnaire, c'est d'être là, de s'entourer et d'être là au bon moment. Hein, c'est une question de timing. Si vous avez une idée excellente beaucoup trop tôt sur la courbe, ça ne se transformera pas. Si vous êtes en retard, et c'est le problème des grosses organisations qui ont de l'inertie, et c'est pour ça que l'horizon 30 ans, qui pour des raisons essentiellement politiques, d'ailleurs, glisse, budgétaires et politiques, n'ont pas la cinétique que SpaceX a aujourd'hui dans la perspective d'une mission habitée vers Mars. Bon, ça crée aussi des dérives, puisque cette idée-là exponentielle et uniquement exponentielle, qui fait penser ensuite à la singularité, l'intelligence artificielle, elle est en fait philosophiquement matérialiste. C'est-à-dire qu'on pense, quand on est dans cette pensée-là, que de toute complexité émerge une nouvelle propriété, que tout ce qu'on observe, par exemple le cerveau, la conscience, c'est le produit d'un cerveau complexe. C'est matérialiste au sens philosophique. C'est oublier quelquefois que les courbes peuvent ressembler beaucoup plus à des sigmoïdes. Ça, on en est familier quand on est médecin. Il y a une saturation. Hein, si par exemple le cerveau est une superbe machine pour aller piocher l'information en dehors de l'espace-temps, on peut imaginer qu'on n'arrivera pas à l'intelligence artificielle forte et que ça saturera, mais c'est un autre sujet. En fait, le futur est imprévisible et invraisemblable, toujours. Il ne faut pas planifier le futur, la prospective, ce n'est pas du présent continué linéairement entre A et B. Ça, c'est toujours faux. Les révolutions paradigmatiques, la courbe en fait, des grandes révolutions sont toujours comme ça en vague, en rupture et en marche d'escalier, y compris notre cognition. Ça, c'est les travaux de Kagan sur la cognition évolutive, l'évolution de la cognition, qui en fait, sur un cerveau qui se complexifie certes, mais il commence, 2/3 des adultes sont dans une cognition socialisée. C'est-à-dire qu'on cherche une direction, à se conformer à la norme, à la pensée de notre groupe social ou de notre culture, sans forcément avoir du recul et s'en apercevoir. Et puis, la cognition autoréalisante qu'un tiers d'entre nous atteignent, finalement, c'est ce processus d'individuation. J'apprends à piloter sur mon propre chemin, finalement, même s'il s'écarte un peu de la pensée classique. Et je
j'ai du recul justement sur mon formatage. Ce processus d'individuation permet de mieux me connaître et de savoir quelle est ma propre vision du monde, même si elle est un petit peu différenciée. Et très très peu arrivent à cette cognition autotransformante que décrit Kegan, qui est tellement individuée qu'on peut se débarrasser de l'ego et se mettre véritablement au service de la vision du monde qui fait sens. Vision du monde qui peut être d'ailleurs très diverse et contradictoire. Donc pour naviguer fluidement entre différentes visions du monde, quelquefois même qui paraissent opposées, eh bien c'est une des caractéristiques de cette cognition-là, d'accord ? Et je pilote pour apprendre, et non plus simplement pour piloter le vaisseau. Ce sont des méta-leaders, donc Gandhi, Mandela par exemple. Et en fait, les paradoxes sur une mission habitée vers Mars, ils sont partout. Alors pour en citer que deux, par exemple, on veut des Indiana Jones qui aiment explorer, oui peut-être, mais ils seront très très contraints, ils auront un sacré manque de liberté, puisqu'ils seront emprisonnés dans un habitat dont ils dépendront totalement, ils dépendent totalement du support vie. Donc évidemment, c'est un peu paradoxal pour des explorateurs. Et puis, ils feront de l'extraordinaire au quotidien, dans un quotidien et un ordinaire extrêmement ennuyeux et monotone. Donc, paradoxe. Et pour dépasser les paradoxes, décentration, décentralien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut intégrer des choses qui apparaissent opposées à première vue, donc quelque chose de plus large et qui résout le paradoxe. Donc c'est ce qui m'a toujours finalement intéressé. Alors voilà, en parlant d'évolution de la cognition et de 80 Indiana Jones que je vous ai passé très brièvement tout à l'heure, voilà, à 4 ans, j'étais déjà passionné par le voyage spatial. Or, ce n'est pas raisonnable du tout. 571 personnes ont volé dans l'espace à ce jour. C'est en train de changer quand même. Il n'y a pas d'école centrale pour devenir astronaute. Alors comment on fait? Et puis je vous ai dit, les plans et des cases à cocher, ça ne marche pas. Le futur est toujours assez difficile à prévoir. Mais enfin, n'empêche qu'à l'âge adulte, il continue à m'envoyer des bonnes ondes et à me faire vibrer dès qu'on parlait du spatial. Donc ça voulait bien dire quelque chose, ça me donnait à penser quelque chose. Cet enfant intérieur qui finalement est le meilleur capitaine de notre vaisseau, cette part de nous-mêmes pluripotente, ouverte sur le monde, curieuse, elle nous dit des choses, il ne faut pas le faire taire à l'âge de raison totalement. Il fera peut-être n'importe quoi par contre dans le vaisseau s'il n'a pas un super copilote qui est le sage. Vous voyez Kegan, s'il y a bien quelque chose qui peut grandir à l'âge adulte, c'est bien la sagesse. Et il faut faire dialoguer probablement cette autre part de nous-mêmes future qu'il faut laisser s'épanouir et grandir, qui est la sagesse et qui permet de dépasser les paradoxes et qui est la meilleure chance de s'adapter à un monde complexe. Un monde complexe, il est paradoxal. Pour s'y adapter, il n'y a rien de mieux que la cognition autotransformante et dialoguer avec cet enfant intérieur. Et tous les deux, ils vont mener la barque de façon assez pertinente. Ce qui m'amène, en rapport avec le thème de ce soir et de la journée, à vous parler de la reliance, la théorie de la reliance générale, qui a été repris par Edgar Morin pour, dans sa pensée complexe et développée, qui est un outil formidable de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Parce que nous comprenons non seulement que nous sommes tous interconnectés et interdépendants, je ne vous dis pas l'équipage sur Mars, combien il dépendra de ses coéquipiers pour survivre, donc, mais un astronaute dans l'ISS, il dépend de toute l'équipe qui est au sol et qui travaille depuis des années sur la mission. Donc en fait, évidemment, un astronaute, c'est juste un épiphénomène du vaisseau Terre spatial qui voyage dans le système solaire. Et donc c'est à la fois ça, mais c'est aussi créer du lien activement et relier en fait dans un monde complexe les concepts, le monde des idées et le monde qui se cristallise et qui s'actualise, chacun d'entre nous, et pour faire émerger du sens. Voilà. Et j'aimerais, et comment on sait qu'on est sur le bon chemin? J'aimerais vous introduire un autre concept qui est celui de l'ikigai qu'on emprunte au japonais cette fois, parce qu'il y aura des détours, c'est pas tout droit comme le pont d'Indiana Jones qui est franchi, c'est vraiment des détours, des synchronisations, des échecs, il faut tomber, se relever, ça, c'est ça qui est intéressant. On sait qu'on est sur le bon chemin quand on trouve finalement son ikigai, qui est traduit par la raison d'être, mais c'est en fait cette cohérence, cette reliance entre dans quoi je prends du plaisir, tiens, pourquoi je vibre pour le spatial, dans quoi je pense que je suis compétent, dans quoi je peux m'employer, et comment, à mon échelle, ça c'est une dimension importante, je peux contribuer à changer un petit peu le monde. Voilà. Et au centre de tout ça, vous avez l'ikigai, et ça vous permet, entre votre inner child, votre enfant intérieur, et le sage qu'il faut laisser un peu grandir, ça vous permet à chaque fois de vous ajuster, de savoir, ou de surfer d'ailleurs, au sens de Joël de Ronet, dans un monde complexe et indéterministe. C'est une question de timing et d'alignement, et de succession d'équilibre et de déséquilibre, comme quand on marche. Voilà. Et pour terminer, pour conclure, finalement, j'aimerais peut-être, pourquoi pas méditer sur l'idée que si on veut véritablement
vivre dans un futur qui est porteur de sens pour nous, plutôt que suivre des chemins qui sont prédéterminés, peut-être bien que la meilleure chance d'anticiper et de vivre dans ce monde-là, c'est de co-créer ce futur, de co-créer le chemin, parce que s'il est porteur de sens, nous sommes le chemin. Je vous remercie beaucoup.